On est de retour pour une heure avec, cette fois-ci avec Guillaume Moubèche. On est en direct du coup avec Open Innovation Games, avec des clients entreprendre. Donc sans plus tarder, je pense que tu connais un petit peu ce que je fais ou pas? Ouais, je vois un petit peu de loin. Ça veut dire que t'as jamais regardé un épisode. Je le sens le truc, c'est pas grave. Tu sais, j'étais venu pour Hotman, je t'avais appelé. C'était juste le call, mais Ouais. c'était trop cool, J'espère qu'il va répondre. Salut. Ça va? Ouais, tu nous entends? Je t'entends, toi, ouais. Mais non. Ah là là, comment il va? À la deuxième phrase, je t'ai reconnu direct. Monsieur Guillaume Moubèche. Du coup, au programme d'aujourd'hui, comme d'habitude avec une heure avec, la seule différence c'est qu'il n'y aura pas de call surprise. Je suis désolé parce que un problème, voilà, technique Ouais. et tout, c'est un J'ai peu pas compliqué. trop d'amis aussi. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'au niveau technique, c'est un peu chaud. Au programme d'aujourd'hui, il y aura l'introduction que moi je fais. Après, du coup, on enchaîne sur les questions. Donc, il y aura des questions à moi, les questions à vous avec le micro et les questions de ceux qui sont connectés à distance, comme d'habitude. Et après, du coup, on enchaîne sur le oui-non à la fin. Donc, sans plus tarder, je vais introduire mon invité qui s'agit de Guillaume Moubèche aujourd'hui. La question que je pose à tous les invités, ta semaine, c'était start-up ou au calme? Non, c'était très intense là. Qu'est-ce que t'as fait? Je viens de rentrer à Paris, j'étais en Afrique du Sud pendant 3 mois, donc j'avais beaucoup de calls avec les US à rattraper, donc j'ai fait des grosses journées, c'était assez intense. Chaud. Trop cool. Mais du coup, voilà, Guillaume, ce qu'on fait, c'est que moi je t'introduis et tu me dis si tout va bien. Donc, Guillaume Moubèche, t'as 30 ans, Oui. cofondateur CEO de l'Emlist ou l'Empire pour le truc le plus. C'est ça? C'est ça. On va parler de ça, par la C'est suite. T'as grandi en Bretagne. Pas du tout. T'as grandi où? J'ai grandi entre Pigalle et Barbès, vraiment genre à 10 minutes Non, mais d'ici, quoi. tu vois, genre. Moi, je peux le dire, j'ai grandi à Barbès, ça passe. Mais toi, à Barbès, frère, c'est pas pareil. Ouais, bah, j'étais le seul blanc de l'équipe de la Goutte d'Or. Je cours vite. Énorme. Donc, t'es diplômé d'HEC en passant par Minpan. Non. T'es passé par. Ouais, je suis diplômé à HEC, mais j'ai commencé par faire une fac de sciences. Après, je suis parti en Écosse où j'ai fait un peu de la recherche en synthèse de médicaments. Ouais, Ensuite, j'ai donc fait une t'as rien école fait, d'ingé chimie et après, j'ai fait HEC. Ok, ça marche. T'as une première aventure entrepreneuriale avec ton père qui s'appelle Paris reste un rêve. Après, du coup, t'as lancé ton agence digitale Lead Guru. Exactement. Voilà. Et après, l'Emlist en 2014. En 2018. Ok, je me trompe trop, c'est pas grave. C'est pas moi, c'est des sources. Ouais, Donc, sans oublier, t'es passé de 0 à 10 millions de dollars en 3 ans et demi de bootstrap. Ça veut dire sans levée de fonds. Ça, franchement, bravo. Alors, mes sources m'ont dit que t'adores jouer au volley. plutôt au basket, ouais, j'ai fait 15 ans de basket. Mais j'aime bien le volley aussi. Non, mais c'est pas grave. On m'a dit aussi que t'es un grand fan de Jeff Bezos. Pas spécialement. Qui a fait les recherches là? Et ton nom c'est Gérard? Non, c'est pas moi, non. On m'a dit aussi que quand t'étais petit, t'étais fan de Bob l'éponge. Franchement, non. Quand j'étais petit, j'aimais bien Dragon Ball Z. Ok. Et que maintenant, t'adores Ben Jerry's, les glaces. C'est Ouais, vrai. ça par contre, j'adore le sucre. Donc, Bah, tu vois, mes sources, ils ont raison. J'aime manger des glaces. Et on passe du coup aux questions. Moi, j'ai une toute première avant qu'on démarre. C'est qu'est-ce que c'est l'Emlist? Lemlist, c'est une plateforme qui aide les entreprises à rentrer en contact avec leurs futurs clients. Donc en fait, ça te permet de trouver des gens que tu as envie de contacter, construire des relations avec eux en automatisant une partie de la prospection et en ajoutant de l'ultra-personnalisation. Donc on a lancé ça en 2018, il y a 4 ans. J'ai retenu. Et du coup, on a des dizaines de milliers de clients, essentiellement basés aux États-Unis, donc c'est notre plus gros marché. Et on est présent dans 85 pays. Notre croissance est en majorité due à notre équipe, donc on est une cinquantaine aujourd'hui. Que dire de plus? Ouais, c'est cool, ça se passe déjà un bien. résumé. Et l'Empire, du coup, qu'est-ce que c'est? Au sein de la boîte, on a plusieurs projets. Donc l'Emlist qui est notre plus gros projet. Donc on a fait de 0 à 10 millions de revenus récurrents annuels comme on vend des abonnements en 3 ans et demi. Et à côté de ça, on a du coup d'autres projets. On avait un autre projet qui s'appelait l'Empod qu'on a revendu après 2 ans. C'est un projet qu'on avait monté à peu près un demi-million de chiffre d'affaires avant de le revendre. 2 autres projets. C'est un projet assez technique donc, qui permet d'aider les entreprises
à augmenter leur délivrabilité lorsqu'ils envoient des emails. Donc quand tu envoies un email, tu n'as pas envie qu'il arrive dans les spams, notamment quand tu envoies tes newsletters, etc. Donc on a créé un produit basé sur notre communauté qui va permettre d'augmenter le taux d'inbox, donc le nombre d'emails qui arrivent directement dans l'inbox et pas dans les spams. Et à côté de ça, on a aussi un autre projet qui s'appelle l'Emverse. Et donc ça, c'est des bureaux virtuels. Métaverse. Ouais, c'est pas au level 3D avec des images, tout ça, mais c'est plutôt Ça en mode un petit truc Pokémon sympathique. Ouais. Ok, ça marche trop cool. Il y a Jean-Baptiste qui nous dit beaucoup trop stylé tes vidéos YouTube Guillaume, grave motivante. Avec mon niveau anglais pété, je dois demander à ma copine de traduire, mais c'est pas grave. Pourquoi tu fais les vidéos en anglais d'ailleurs? En fait, le truc, c'est qu'à la base, j'avais lancé la chaîne en français. Ouais, c'est ce que j'ai vu. En fait, c'était con de l'avoir lancé en français. Tu veux, dès le départ, j'ai voulu qu'on soit international. Donc, j'ai focus vraiment sur les États-Unis, l'Australie et Angleterre. Et en fait, on a grossi une communauté autour du coup de la prospection commerciale, qui est devenue la plus grosse communauté au monde autour de la prospection. Et en fait, à un moment, moi, j'étais tout seul à Paris, parce que mes associés, c'est vraiment des devs acharnés, donc ils aiment bien bosser chez eux tranquille. Et ouais, j'ai besoin de voir du monde. Et du coup, à un moment, je me suis dit, bon, même si on a des employés un petit peu partout en remote, donc télétravail dans d'autres pays, j'aimerais bien créer un bureau à Paris. Et en fait, les gens qui sont arrivés, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas encore le mindset startup, dans le sens où ils avaient peur de se lancer, peur de faire des choses. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah tu sais quoi, genre je vais me lancer un challenge de lancer une chaîne YouTube et je vais faire 30 vidéos en 30 jours. Ouais. Juste pas pour ça, parce que du coup, si toi t'aides tes employés à créer leur boîte, est-ce que t'as pas peur de les perdre au final et tu te trouves tout seul? Moi, ce que j'ai envie que toutes les personnes au sein de l'Empire, ils aient cette fibre entrepreneuriale, ils aient envie de lancer des projets. J'adore aider les gens à grandir. Enfin, le partage de la connaissance, c'est plus génial parce que toi, tu t'enrichis vu que tu apprends des autres et en même temps, les autres s'enrichissent parce qu'ils apprennent de toi. Le jour où quelqu'un décide de partir parce qu'il a envie de monter sa boîte, bah j'ai gagné. Enfin, c'est pas grave, tu vois. Moi, mon objectif, c'est que les gens ils soient heureux, tu vois. Que ce soit avec moi ou sans moi, c'est pas très grave. Enfin, tu vois, c'est à partir du moment où tu as eu un impact dans la vie de quelqu'un, c'est cool. Je prends juste une question de l'audience qui est par ici. Tout à l'heure, tu as dit que ta croissance est due en partie grâce à ton équipe. Comment tu as fait pour bien t'entourer? Et dès le début, comment tu as fait un petit peu pour débaucher des développeurs? Ouais, c'est fort. Les premiers devs, c'était mes associés. Et en fait, ça venait du fait qu'à l'époque, j'avais une agence d'acquisition. Donc, j'aidais les entreprises à trouver leurs futurs clients. Et en fait, je suis tombé sur deux frères développeurs qui, eux, avaient un projet, mais qui décollaient pas. Et du coup, j'ai passé du temps à les aider. Normalement, techniquement, j'aurais dû les facturer. Mais comme ils n'avaient pas d'argent, je les aidais juste gratuitement. Donc, j'avais passé, je pense, une après-midi à les aider. Et après ça, on a commencé à bosser un petit peu ensemble sur des petits projets. On était à Station F, donc un incubateur de start-up. Et en bossant ensemble, on a commencé à bien s'entendre. Et après, on a décidé de s'associer, sachant que eux, ils sont beaucoup plus, ils étaient plus âgés que moi vu qu'ils avaient la quarantaine. Et donc du coup, c'est venu tout simplement de moi qui décide d'aider les gens. Et en aidant, en apportant de la valeur, au final, tu crées des relations. Et ces relations, ça peut t'amener à plus tard t'associer. Donc en fait, ce qui fonctionne bien pour essayer de recruter des devs ou en tout cas de recruter des talents, c'est de montrer son travail. Pas juste d'exécuter et de faire, mais c'est aussi de documenter. Aujourd'hui, tout le monde connaît ici Marco Polo. Donc tout le monde est persuadé que c'est le mec qui a découvert la route de la soie. Sauf qu'en fait, c'est pas lui. Genre, il y a eu 1000 personnes avant lui qui l'ont découvert. Lui, c'était juste un marchand vénitien, mais qui aimait bien écrire. Mais du fait qu'il ait documenté en fait tout son parcours, tout le monde se souvient de lui. Et en fait, moi, dès le départ avec Lemlist, c'est ce que j'ai commencé à faire. Il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle Build in Public, donc qui est construire en public. Et donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu documentes tout ce que tu fais. Donc, j'écrivais des articles sur comment est-ce que j'ai fait pour avoir mes 50 premiers bêta-testeurs? Comment est-ce que j'ai fait pour obtenir 50 réponses à une campagne de prospection? Et en fait, petit à petit, tu vois, je produisais du contenu sur ce que je faisais en tant qu'entrepreneur. Et en fait, tout ça, ça te permet de construire une audience et donc, par conséquent, de créer du lien avec des gens que tu connais pas forcément et donc de le faire un peu at scale, donc à l'échelle. Petit à petit, notre premier employé, c'est quelqu'un qui est venu directement. À la base, on n'avait pas prévu de recruter. En fait, il m'a envoyé un message, il m'a dit, il savait que je faisais du basket, lui. Et du coup, genre, il m'a envoyé, j'ai envie d'être le Kobe Bryant de ton équipe. Donc, j'ai ouvert le mail. Il m'a dit, j'ai envie de travailler pour toi. Après, je lui ai dit, bah écoute, nous, on n'a pas de budget. En fait, on faisait pas d'argent à l'époque. Il m'a dit, c'est pas grave, donne-moi des trucs, je travaille gratuitement, je m'en fous, quoi. Et en fait, petit à petit, c'était le premier employé. Je l'ai formé, on a commencé à bosser ensemble. Et petit à petit, c'est devenu notre Head of Growth après quelques années. Donc, voilà. Toi, tu associé avec deux profils dev tech. Deux frères en plus. Deux frères en plus. Est-ce que tu arrives à communiquer avec eux? Notre relation a été très complexe pour, je pense, beaucoup de raisons qui sont inhérentes au fait qu'on ait des personnalités différentes, mais aussi à la vie un petit peu de chacun. Donc typiquement, tu vois, quand je me suis associé avec Vianney et François, Vianney, il était en train de se séparer de sa femme, il avait perdu la garde de ses enfants. C'était assez lourd émotionnellement pour lui. Il y avait des trucs où lui, il avait envie de se reconstruire. Moi, j'avais envie de lancer une start-up et donc d'être tout le temps à communiquer. WhatsApp, Messenger. Enfin, tu vois, si je suis sur WhatsApp et que j'ai
j'ai une idée et que j'ai envie d'en parler à mon associé, je lui écris un WhatsApp, tu vois. Et je faisais ça avec Vianney et puis un jour il m'a dit bon écoute, WhatsApp c'est pour les meufs, Messenger c'est pour la famille, personne n'envoie de texto, toi c'est Slack. Du coup j'étais là genre ok. Et en gros petit à petit tu vois j'ai capté qu'il y avait plein de trucs qui étaient pas importants pour lui. Donc toute la partie business en fait que c'était à moi de gérer, qu'on pouvait pas brainstormer sur pas mal de sujets. De ce fait en fait on a créé vraiment des silos. Les seuls moments où on bossait c'est quand moi j'arrivais et je disais ce que je voulais pour le produit. Et donc on bossait ensemble un petit peu sur cette partie, mais sinon tout ce qui était marketing, sales, positionnement, création de la marque et tout, c'était moi, tu vois. Et jusqu'en gros à notre premier million, j'étais le seul à gérer la partie sales, support, etc. Et après on a commencé à recruter pour un petit peu scaler. Et donc notre relation a été très compliquée quand on a commencé à faire grossir l'équipe. Bon, il y a eu des gros sujets de tension, hein, tu vois. Il y a eu des fois où moi j'ai cru que la boîte c'était fini. Et en fait après j'ai compris que pour eux leur indépendance et le fait qu'ils aient envie, tu vois, de faire les choses à leur manière, que je leur mette pas de pression sur les deadlines, etc., etc. Donc j'ai essayé de comprendre tout ça. On a mis en place ce qu'on appelle la communication non violente, c'est-à-dire qu'au lieu de reprocher des choses à des gens, tu parles un peu plus de tes émotions. Ça t'aide un petit peu à comprendre l'autre. Et puis petit à petit, en fait, nos divergences avec lesquelles on arrivait un petit peu à jongler jusqu'à présent, en fait, elles se sont accentuées. Et il y a eu un moment l'année dernière où il y a eu vraiment un énorme clash où pareil, tu vois, alors que tout allait bien, enfin, tu sais, on faisait des millions, c'était cool, enfin, tu vois, c'est quand même une chance inouïe et il faut le reconnaître, tu vois. En fait, on a lancé la boîte avec 1 000 €. Aujourd'hui, elle vaut 150 millions. C'est un truc, ça t'arrive pas 1000 fois dans ta vie, tu vois, ce genre de choses. Et donc, c'est pour ça que la relation, si vous lancez dans une startup ou si vous êtes déjà lancé, la relation avec ses associés, c'est un truc où faut passer du temps, faut discuter de tout. Du coup, vous faites de la thérapie. Ouais, on a fait une thérapie de trouble, parce qu'on est 3 du coup. et donc c'est vraiment ça, quoi. Et donc tu te poses, tu parles, mais c'est aussi un truc où tu apprends énormément sur toi-même, tu apprends à communiquer avec des gens qui sont totalement différents, qui ont une façon de penser totalement différente. Oui, non, t'entends. Vas-y. On m'entend ? Oui. Ok, très bien. Comment tu as réussi à gérer, on va dire, l'extension de ta boîte et comment tu arrives que les gens soient vraiment derrière le projet, derrière les valeurs de la startup, etc. Le recrutement, c'est ultra compliqué. Il y a eu une étape, on voulait pas du tout recruter, on voulait rester le plus petit possible. Puis après, on s'est dit en fait, quand même besoin de personnes et on a recruté un peu trop vite. Et en fait, malgré le fait qu'on grossissait très vite, on s'est rendu compte qu'on avait recruté les mauvais profils. Et ça venait justement de ça, en fait, d'un alignement par rapport à nos valeurs. Quand tu recrutes un mauvais profil ou qu'il y a quelqu'un qui ne fit pas dans ta boîte, c'est de ta faute. En général, c'est pas de la faute de la personne, c'est juste que toi, tu as mal fait ton travail en tant que recruteur. On a essayé de mettre en place des process de recrutement un petit peu plus solides. À la base, on a recruté des gens où on pensait que ça allait super bien se passer, ça s'est ultra mal passé. On a testé pas mal de trucs qui fonctionnaient pas. Aujourd'hui, globalement, le process qui marche plutôt bien, mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. La première chose, déjà, c'est le fit culturel. Donc, faire rencontrer avec plusieurs personnes de l'équipe. Ensuite, c'est avoir une scorecard. Pour chaque poste, on va avoir des éléments clés, des éléments qui sont liés à la culture. Donc, je donne un exemple très concret. Nous, on a 3 valeurs qui sont get shit done. Donc, est-ce que tu es capable de faire des choses, tout ça. Donc, pour faire en sorte de tester ça chez la personne, ça va être simple. Ça va être de lui demander, OK, quels sont les projets que tu as réalisés? Ça peut être des projets étudiants ou autres. Enfin, on s'en fout, tu vois. Est-ce que tu as un blog? Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Est-ce que tu as lancé des trucs? Est-ce que tu postes? Donc, on pose plein de questions pour essayer de savoir ça. Ensuite, on a la partie continuous optimization. Donc, est-ce que tu es curieux? Est-ce que tu aimes bien apprendre? Est-ce que tu optimises tout le temps des process? Donc là, ça va être quel est le dernier livre que tu as lu? En fait, si les gens me disent je lis pas de livre, mais je regarde des vidéos YouTube, ça me va aussi, tu vois. Ça montre de la curiosité. Donc voilà, donc c'est tester un petit peu cette curiosité. En gros, pour chaque valeur, on a un set de questions et on essaye de voir si c'est aligné. Et après, pour chaque poste, du coup, on a un set de skills. Et donc, du coup, on essaye de regarder pareil par rapport aux compétences, de poser des questions pour voir si c'est aligné ou pas. Et ensuite, on fait une note. Ça te donne une première idée qui, en général, est pas forcément juste à 100%, mais qui permet au moins d'avoir un premier jet. Et après, c'est qu'on fait, maintenant, on fait toujours un test écrit. Donc, que ce soit pour les devs, donc là, c'est un test vraiment de développement, ou pour les sales, ou pour. Sales, c'est un test, c'est moitié-moitié. Il y a un test oral et un test écrit. Et ça, en vrai, c'est assez utile parce que ça te montre vraiment la capacité des gens à exécuter, à faire quelque chose. Dans une boîte, globalement, ce qui fait le succès, c'est pas les idées, c'est pas si la personne est sympa ou pas ou cool, c'est vraiment quelle est ta capacité à exécuter et à mettre en forme une idée parce que tu construis quelque chose, donc tu as besoin de faire. Je reprends les questions de l'audience qui est par ici. Ah, on a une question devant. Tu as mentionné que ton marché principal était en Australie, aux États-Unis, à l'étranger, principalement dans les pays anglophones. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté à Paris? Ma mère. Ma mère italienne qui veut pas trop que je parte. Non, en vrai, moi je kiffe Paris en fait, c'est ma ville, c'est pas la Bretagne.
Non, j'ai ma famille, j'ai mes potes. En fait, le truc, c'est qu'on a beaucoup de barrières limitantes, tu vois, qui nous disent qu'on ne peut pas monter une boîte avec des clients aux États-Unis en étant à Paris. Avec le Covid encore, ça a un petit peu changé. Les gens ont compris qu'on pouvait utiliser la visio. Mais il y a 4 ans, ce n'était pas du tout le cas. Ce que j'ai fait, c'est que comme moi, je faisais beaucoup de prospection. En fait, je me suis dit, c'est simple. Dans une journée, il y a 24 heures. Il y a plein de time zones différentes. Donc, je vais contacter l'Australie. Comme ça, je peux faire des calls le matin de, je sais pas, 7h à 10h. Ensuite, je vais faire prospecter un peu en Europe, donc UK, tout ça. Je vais tester en France aussi, tu vois, parce que c'est quand même censé être mon marché, et aux États-Unis. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que les Australiens, ils étaient cool. C'est un peu la même mentalité qu'aux US, mais peut-être un peu plus chill. Les Français, ils étaient grave casse-couilles. Ils te demandent de tester. Une fois qu'ils ont fait le test, ils disent je suis pas vraiment sûr d'avoir testé. Tu peux pas me donner un coupon, discount, etc. Et les Américains, eux, quand ils voient que c'est une solution innovante, ils aiment bien et en fait, ils payent direct. Ils s'en battent les couilles, ils payent, ils testent et ils se disent si ça fonctionne, je continue de payer, tu vois. Et en fait, très rapidement, on a vu qu'aux États-Unis, mon taux de conversion, il était beaucoup plus élevé, tout en restant en France. En gros, j'ai juste décidé de focus là où ça marchait bien, et en l'occurrence États-Unis. Et après, du coup, ça a rayonné dans pas mal de pays. Trop cool. On prend la question de. C'est assez rapide ou pas? Ouais, ça va. Ok. Salut. Salut. Du coup, tu as choisi de ne pas faire de levée de fonds. Ouais. Pourquoi? Juste un truc, c'était ma prochaine question. Bravo. Donc ça veut dire quoi? J'ai 2 fois plus de temps pour répondre ouais, ou ça Je sais pas trop. La levée de fonds, ça implique potentiellement avoir des gens qui vont te mettre une pression supplémentaire pour que tu dépenses beaucoup d'argent. En l'occurrence, nous, on avait cette chance d'avoir une croissance organique qui était exponentielle avec pas mal de cash et de profit et sans avoir besoin en fait de lever des fonds. Et l'avantage de ça, c'est qu'on a 100% de la boîte en fait. Donc personne peut nous dire quoi faire. Si on regarde en fait la logique derrière une levée de fonds, un investisseur quand il met de l'argent, son objectif c'est de faire un multiple de x10, x50, x100 sur son investissement. Donc lui en gros ce qu'il veut c'est que la valorisation de ta boîte elle augmente et pour ça il faut qu'il y ait différents tours. Donc en général quand tu lèves une première fois, on va te demander de lever une seconde fois 12 à 18 mois plus tard et ainsi de suite. Donc en fait ça s'arrête jamais, ce qui veut dire que toi petit à petit tu te dilues et plus tu te dilues donc moins tu as de part dans ta boîte, moins tu as le contrôle. Moi je suis pas contre en fait la levée, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui associent ça forcément avec le succès d'une boîte alors que tu as des boîtes en fait qui grossissent ultra vite, voire plus vite que certaines boîtes qu'on levait, qui n'ont 0 article de presse et on les considère jamais, on les oublie, tu vois. Et tout ça, je trouvais ça un petit peu dommage parce qu'il y a aussi un truc qui est ultra important. Si tu associes le succès d'une boîte à sa levée de fonds, mais que les levées de fonds ne sont accessibles qu'à une minorité de personnes, moi ça va, tu vois, genre j'ai fait HEC, etc. Donc j'ai le réseau potentiellement pour activer une levée, mais dans les faits, c'est pas accessible à tous. Mais donc si tu considères que pour y arriver, il faut forcément lever, bah en fait, tu dis que l'entrepreneuriat globalement, c'est pas accessible à tous. Alors que nous, tu vois, on a commencé avec 1000 balles. Moi, j'étais au RSA à l'époque. Enfin, tu vois, c'était pas évident, tu vois. Ok, donc c'est une question de contrôle principalement. Et j'avais aussi une deuxième question, c'était par rapport au refus de 30 millions qui a fait le buzz. C'était passé sur Combini, BFM, t'étais partout. Il y avait un article sur les Échos, j'ai mis en story, tu te rappelles, je pense, où c'était marqué, le nom de l'article, c'était Lemlist, la startup qui avait refusé de faire une levée de fonds, 3 points, et qui a changé d'avis. Voilà, ces articles de presse qui font un peu trop de hype et tout, c'est bien. Mais explique-moi, c'est quoi On m'a contacté en mode, il y a une journaliste qui est en train d'écrire un article, etc. Il faut que tu lui parles, elle veut publier avant demain 17h, machin. Et donc elle m'appelle, elle me dit bonjour, je suis journaliste aux Échos, on m'a dit que vous avez levé 30 millions alors que vous aviez refusé, du coup je vais écrire un article là-dessus, j'ai envie de comprendre. Et là je lui explique que non, c'est pas le cas, j'essaye de comprendre d'où ça vient, elle est très approximative sur ses sources, et elle me dit mais du coup c'est 30 millions, ça vient d'où, machin, et je lui dis en fait on est juste en train de revendre 20% de notre boîte, mais c'est pas une levée de fonds, en fait ça change pas le capital, l'argent va pas dans la boîte, l'argent il vient chez nous. Et elle me dit mais du coup ouais, mais parce que moi on m'a dit que c'était une levée de fonds, je dis bah non, de toute façon tu peux regarder, quand il y a une levée de fonds en fait il y a une augmentation du capital, le capital il change, le capital c'est un truc qu'on peut voir de façon publique, etc. Je lui dis tu vois bien que le capital n'a pas changé, l'argent il est pour nous en perso avec mes associés, donc on a tous pris 10 millions. Et donc là elle me dit ok, pas de souci, et elle a écrit son article en mettant des quotes qui sont pas des quotes. Techniquement j'ai un droit de réponse, donc je pourrais faire un article. J'avoue que comme c'est en français, j'ai pas encore pris le temps de passer là-dessus, sachant que j'ai écrit un article en fait où j'expliquais pourquoi on avait fait ça. J'explique tout le détail du process de revendre 20% de sa boîte, comment ça se passe, pourquoi on a vendu que 20%, justement pour regarder le contrôle, on y revient. Donc on a 80% de la boîte, on sait qu'avec 20% que c'est pas une levée, donc de toute façon on n'a pas ces obligations d'aller relever de l'argent dans 18 mois ou quoi. Et nous en tant que fondateurs, ça nous permettait, tu vois, en 3 ans et demi, déjà d'avoir une vraie valorisation. C'est vrai que quand ta boîte ne lève pas, il n'y a pas de vraie valo, ou quand tu la vends pas, il n'y a pas de vraie valo non plus. Là du coup on sait qu'elle vaut 150 millions, on sait que nous on a pu prendre
vendre 10 millions chacun, ce qui est une somme incroyable et qui permet du coup de te dire techniquement que tu n'as plus besoin de travailler toute ta vie si t'es pas trop con dans tes investissements. Et tu pars en Afrique du Sud, donc. Et faut travailler, mais oui. Et donc, J'ai vu les photos, hein. C'était pas le travail. Hein. on travaille dans des beaux endroits. Pendant très longtemps, moi, j'étais persuadé que, tu vois, les médias, et notamment les médias d'entreprise, c'était censé être sérieux. Enfin, tu vois, c'était quelque chose où, tu vois, il fallait qu'il y ait de la recherche, enfin, qu'un journaliste était quelqu'un, tu vois, qui devait faire son travail de façon assidue. Mais en fait, je me rends compte qu'au final, c'est un peu la même chose que toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de faire du clic pour rapporter du trafic, parce que c'est que comme ça que le média survit, en fait. Et donc, j'en veux pas du tout à la journaliste. Pour moi, elle a fait le travail qu'on lui a demandé de faire. Ouais, Par contre, c'est pas la vérité, donc c'est juste... voilà. Ça marche. Je suis fondateur et CEO de Atana. J'ai un jeu à te proposer. Je te fais un pitch de 20 secondes et si tu adhères, tu m'accompagnes à petite dose pendant un mois. Ah. Attends. Alors déjà, c'est mon show, donc c'est moi qui décide comment ça se passe. Voilà. Deuxièmement, j'adore le concept. Par contre, si le public valide, est-ce que vous voulez qu'il fasse? Bah oui, go. Ok. Alors Guillaume, C'est parti. 8 millions de Françaises souffrent de bouffées de chaleur chroniques. En moyenne, c'est 7 ans. L'unique solution qu'on leur propose, c'est des traitements hormonaux qui causent des cancers du sein et d'autres effets secondaires néfastes. Pour remédier à ça, avec mes associés, on a créé la première solution de cryothérapie portable 100% électrique, donc qui soulage instantanément et naturellement les bouffées de chaleur par cryothérapie, le bien par le froid. C'était tout pour moi, Atana, Tadé. Alors? Bah, ma mère a des bouffées de chaleur, donc je vais dire oui. Oh là là. Je t'avais dit que j'ai ramené des gens auto, par contre il m'a pas prévenu, il fallait le faire. Stylé, franchement bravo, hyper cool. On passe au oui, non. Tu connais le concept ou pas? Non, mais j'ai l'impression qu'il faut que je réponde par oui ou par non, c'est ça? Exactement, voilà, Ça t'as va. tout compris, bravo. T'as déjà rencontré Raphaël Nadal? Non, Tu veux le faire? peut-être. Ok. Pour 300 millions au lieu de 30 millions. On est d'accord? T'aurais dit oui. Pour une levée, tu veux dire? Ouais, de 300 au lieu de 30. Non, Sûr? sûr, C'est 300. Hein. ça change pas. Le international speaker sur ton LinkedIn, c'est pour te lancer dans un business de conférencier. On est bien d'accord? Ou parce que j'ai parlé dans plus de 15 pays. Donc c'est pas un lancement, c'est une continuité. On part sur ça. Il y a eu Y le a pas de Covid, problème. donc c'est un peu compliqué. Mais... Si tu devrais sacrifier quelqu'un entre Vianney et François, tu sacrifies Vianney. On est bien d'accord? C'est ma réponse. il faut soit oui, soit non. Hein. Non, on est une équipe, je sacrifie personne. Ok. Ah, bien joué. On m'a dit que la force de l'Emlist, c'était sa communauté. C'est vrai? Oui, Est-ce que tu as déjà profité de ton statut d'entrepreneur CEO pour choper? pas à ma connaissance. Ok. Je coupe pas, hein, t'inquiète pas. Entre nous, cette mission pour aider les entrepreneurs, voilà, avec création de contenu et tout ce que tu fais, c'est juste pour qu'ils rejoignent l'Emlist par la suite. Non, Ok. Non. je sais pas, en vrai, je peux continuer, je peux élaborer, mais tu me mets la pression sur la longueur de mes réponses. Non, c'est ça va très bien. Du coup, je profite du direct en vrai. Est-ce que je peux gratter un code promo pour l'Emlist avec Startup au calme? On peut en discuter. On a dit oui, non. Hein. On a dit oui, non. Je me prépare à me lancer dans la politique, en fait. Ça marche. Dernière question. Est-ce que tu m'as menti pendant ces questions-là? Non. Bah écoute, trop cool les amis. C'était 1 heure avec Guillaume Aubèche. Applaudissez-le s'il vous plaît.